Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. Bonsoir les copains, bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes bien dans l'émission qui crée le lien, l'émission qui donne la parole à ceux qui prennent le risque de chemins parfois ardus, à la recherche du meilleur d'eux-mêmes et qui viennent se raconter pour vous ce soir, comme tous les dimanches à 19h. Chers auditeurs, pour rappel, je vous raconte aussi des incroyables destins dans un jour un métier, la chronique Grand Matin du vendredi sur Sud Radio. Je ne savais pas, en les invitant tous les deux, qu'ils se connaissaient et j'ai découvert qu'ils ont agi ensemble dans la salle d'opération, l'un comme patient, l'autre comme médecin, un peu même beaucoup magicien. Le premier, vous le connaissez bien sur Sud Radio, c'est l'excellent chroniqueur, écrivain et parolier Guy Carlier, qui officie tous les matins dans le Grand Matin aussi de Sud Radio, avec Patrick Roger et Cécile de Ménibus pour sa chronique Carly Libre, mais pas que, puisqu'il est aussi entre autres sur scène en ce moment au Théâtre des Mathurins pour son spectacle rédigé avec François Rollin, au nom simple et impactant, puisque c'est le sien, Guy Carlier. Je l'ai pour sa part déjà reçu la saison dernière, tant son travail et son rapport au corps humain me fascinaient, et je suis ravie de le retrouver aujourd'hui, car à part sauver des vies et faire revivre la beauté, il écrit aussi. C'est le professeur en chirurgie esthétique reconstructrice et président de la Société française d'études et de traitement des brûlés, Maurice Mimoun, qui vient notamment nous raconter son livre Fils d'eux, sorti chez Albin Michel il y a peu. C'est excellent. Bienvenue chez vous. Bonsoir Guy Carlier. Bonsoir. Bienvenue chez vous. Ah oui, ouais, effectivement, vraiment, c'est le cas de le dire. Oui. Alors, je le disais, après un très beau parcours radiophonique et télévisuel, nous avons le grand plaisir de vous compter parmi les voix de Sud Radio et pas n'importe quelle voix, puisque la vôtre porte particulièrement, comme d'habitude. Vous aimez avoir la voix qui porte, Guy Carlier. Ah, je ne sais pas. En tout cas, c'est un exercice qui me manquait, la chronique de 7h50, qui est on va dire le pic d'audience de la radio. Bien sûr. Et qui donne un peu le mood. J'aime bien l'idée que les gens sortent de la douche ou d'abord aient un repère dans le temps, un repère chronologique. Le matin, on est en retard pour le petit-déj, Carlier va commencer, etc. et puis cette idée de leur donner, surtout dans un monde un peu chaotique, un mood positif, mais pas que. Oui, ça peut être un peu cynique, parfois, effectivement. Oui, un peu dur, c'est-à-dire qu'on appuie où ça fait mal pour mieux... mettre en lumière. Professeur Mimoun, c'est ça, oui. Pour mieux enlever la tumeur derrière et en rire. Oui, bien sûr. Alors Guy Carlier, on le disait, vous êtes actuellement sur scène au Théâtre des Mathurins et jusqu'au 27 mars, tous les week-ends, pour votre spectacle qui porte votre nom et dont le contenu, je vous cite, est écrit pour réenchanter la vie des générations futures en partageant avec le public l'ivresse des belles choses. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, c'est un spectacle en deux parties. Et je parle de moi, mais en fait, c'est du public dont je parle, de chacun de nous. Il se trouve simplement que j'étais double physiquement à une époque de ma vie, donc je raconte ça sous forme humoristique, c'est-à-dire une erreur de Dieu qui s'engueule avec sa femme et qui fait une enveloppe qui contient deux corps. Et il y avait Karl, comme vous savez, ce symbole du diable sur une épaule et de l'ange sur l'autre épaule. Donc il y avait les deux. Et dans mon parcours, dans ma vie, j'ai chassé Karl. Il ne reste que Guitou qui est en quête des choses qui font que la vie vaut d'être vécue. Vous savez, dans le film Manhattan, Woody Allen fait ça à un moment, il est allongé, et puis il énumère des raisons qui font que la vie vaut d'être vécue. Donc il parle de la symphonie Jupiter de Mozart, l'éducation sentimentale de Flaubert, du crabe farci, du resto chinois de Chine, enfin voilà. Et donc, il y a un événement dans le spectacle qui fait tout basculer, un événement dramatique, faut pas qui spoiler, fait que le spectacle bascule de l'histoire de Karl, qui est cette petite racaille argenteuillaise, populaire en étant odieux, qui m'a suivi assez longtemps, à la quête des bonheurs de Guitou. Donc de l'obscurité à la lumière, en fait. Je dirais même, et en ce moment, je crois plutôt que le monde a besoin de sortir de l'obscurantisme pour aller vers la lumière, plutôt que de l'obscurité. Alors, vous avez coécrit ce spectacle avec François Rollin, qui lui a un humour qu'on peut qualifier de presque absurde, assez fréquemment. Et le vôtre, Guy Carlier, il est acéré, parfois presque cruel, on peut le dire. Et comment est-ce que vous avez coordonné ces deux styles et comment vous avez écrit en fait ensemble ce spectacle ? C'est mon deuxième spectacle. Le premier, je l'ai joué il y a une dizaine d'années. Et j'avais envie que François Rollin le mette en scène, parce que c'est quelqu'un que j'admire sur le plan théâtral. Puis c'est quelqu'un qui est un peu
austère. Moi, j'avais envie de vidéos, de lumière, de machin, et il a tout de suite décidé d'aller vers la sobriété en disant que seuls les mots importaient, que au bout de quelques minutes, les gens dans leur siège devaient se dire: ah, on est bien là. Et le fait qu'il n'y ait pas une diapo, un machin, enfin des artifices comme ça, qui est un beau décor, très classe, très théâtral, mais les mots devaient suffire à faire ça. Et sa mise en scène va vers ça, vers le dépouillement, mais la qualité, quoi. Chaque chose est utile et positive dans ce qu'il met en scène. Donc du silence naît la parole, en fait, quelque absolument, part. Ouais. c'est ça. Et en plus, François est devenu dans ma vie mon frère, c'est devenu un ami. On a souvent, les vrais amis sont des amis d'enfance. Et c'est probablement le seul qui est devenu ami à ce niveau-là, level, vous voyez, très high très level, haut, quoi. ouais, BFF, depuis, on dirait. voilà, exactement. C'est-à-dire qu'il m'envoie des messages, on peut s'envoyer des messages à 3h du matin, on appelle ça des filets dérivants, c'est-à-dire qu'on envoie un filet avec que l'autre ramasse le matin, relève le matin, et auquel il répond. Et alors, ce François Rollin, est-ce qu'il, quand il vous met en scène, il le fait comme s'il le faisait pour lui-même, en quelque sorte? Il a des valeurs d'homme de théâtre, et puis surtout, c'est lui qui fait basculer la narration. C'est quelqu'un de très décalé, François. C'est quelqu'un de très cultivé, et en face de ça, il met une écriture souvent très populaire. Donc c'est de là naît l'humour, l'absurde, et il y a. Je vais vous donner juste une scène. J'ai une maison à la campagne. Je trouvais que la première partie du spectacle était un peu crépusculaire, alors que je voulais qu'elle soit justement dans la lumière et dans la quête des plaisirs et des bonheurs. Et j'ai demandé à François de venir. Et on a un rituel qu'a institué mon fils, c'est le rituel des vaches quand on arrive. Votre fils Carlito, hein? Non, le plus petit. D'accord. Ça s'est trouvé par hasard. On est passé près de la maison. Il y avait des vaches et il y avait la chanson Résiste de France Gall. Et il m'a dit: arrête la voiture, et il a ouvert les vitres, le toit, et il a chanté Résiste en tendant le poing aux vaches en signe d'insoumission. Et c'est devenu un rituel. Tous les gens qui viennent à la maison chantent Résiste. Tendant le poing aux vaches. Vincent de Dienne est venu il n'y a pas si longtemps, il a chanté Résiste. Et quand François vient, on passe à la boucherie de Saint-Père, le bled à côté, et il se met, imaginez Rollin qui chante Résiste à une charolaise, et il déplie le papier, il déplie l'emballage, et il dit: alors les filles, on se demande où était passée Nicole. Elle n'a pas chanté Résiste, voilà, elle va découvrir que le barbecue existe, des choses comme ça. Voilà, ça c'est François Rollin. Et un jour, il a chanté Résiste, et j'ai senti dans sa voix qu'il y avait quelque chose de pas habituel, de sombre, et il m'a parlé. Et ça, la scène est dans le noir. On entend sa voix qui raconte quelque chose de terrible, qui fait basculer le spectacle après dans cette quête des bonheurs. Alors justement, vous parlez aussi dans votre spectacle de votre incroyable changement physique, puisqu'il faut le dire quand même, vous êtes passé de 257 kilos à 96, Guy, et vous le faites de manière totalement décomplexée. Est-ce que c'est important de témoigner pour montrer que c'est possible de maigrir, et puis peut-être aussi pour ceux qui ont envie de suivre cette voie tout bêtement? Oui, parce que, alors, notamment dans la boulimie, dans cette maladie qui est la boulimie, qui est une addiction, c'est à mon avis une des pires, parce que vous savez, l'alcoolisme, toutes les addictions sont terribles. Mais il y a un côté dans le type qui shoot, il y a un côté romantisme allemand, il y a un côté dans le gars qui picole, il y a un côté Patrick Sébastien, la fête, le Sud-Ouest, machin et tout ça. Le gros qui se lève en pleine nuit, qui ouvre le frigo à poil pour manger le gâteau d'anniversaire de son fils. Vous voyez, il y a la honte comme ça et la solitude. Et quand j'ai écrit ce bouquin, et je suis content d'être là avec le professeur, parce qu'il a participé à ce chemin-là, et il sait que il y a une solitude et une honte et une culpabilité qui s'attachent à ça. Donc,
c'est juste un témoignage pour leur dire vous n'êtes pas tout seuls les gars, et de toute façon ça c'est votre Karl, parce qu'il y a Karl et Guitou, c'est votre Karl, mais on a tous nos Karl, on a tous nos zones d'ombre. Simplement quand vous pesez 250 kilos, vous voyez les gens ça se voit plus quoi. Et puis voilà, vous sentez le regard des gens qui vous montrent du nez, etc. C'est terrible, vous le sentez en permanence ce regard-là. Les gens font des trucs, vous voyez, ils mettent des bougies contre la discrimination, des choses comme ça. Or elle est dans la nature souvent humaine et vous sentez ça et c'est terrible, c'est terrible. Merci pour ce partage Guy Carlier. Vous êtes bien sur Sud Radio et nous aussi en compagnie de l'homme de Sud Radio, Guy Carlier, et du chirurgien aux mains de fée et au grand cœur, Maurice Mimoun. On revient tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Merci d'écouter Sud Radio, c'est excellent jusqu'à presque 20h et c'est votre émission, l'endroit de rencontre des chemins de ceux qui font tous les jours le pari de l'excellence, quel que soit leur secteur d'expression. Ce soir à mes côtés pour vous sur Sud Radio, le chroniqueur, auteur, humoriste et homme de scène Guy Carlier et le professeur émérite Maurice Mimoun, chef du service esthétique de l'hôpital Saint-Louis à Paris, surtout écrivain pour aujourd'hui. Bienvenue sur Sud Radio, Maurice Mimoun. Bonjour Julie. Alors Maurice Mimoun, je le disais tout à l'heure, vous êtes incontestablement un magicien de la chirurgie esthétique reconstructrice et vous êtes aussi écrivain. Vous avez écrit un très joli livre, un très joli récit, Fils d'eux, qui est sorti chez Albin Michel et qui raconte votre père à travers l'immense amour et l'admiration que vous lui portez. C'est vraiment ça, c'était une déclaration d'amour. Oui, il y a beaucoup d'écrivains qui parlent de leur père mais pour en dire du mal. Oui, c'est vrai. Souvent ils ont besoin, je le comprends, de décharger toute la difficulté qu'ils ont eue avec eux. Et en cela, on voit l'importance de la racine, l'importance du lien au père qui fait que cela sculpte notre vie. Moi, je le vois évidemment dans ma vie de tous les jours, mais je le vois énormément avec mes patients également. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un père parfait. C'est ce que je dis dans le livre, d'ailleurs, avec beaucoup d'amour. Et immédiatement, quand j'ai beaucoup souffert de la mort de mon père, et ça fait un peu plus de 10 ans. Et à un moment donné, je ne voulais pas écrire parce que, en écrivant sur mon père, vous savez, quand on écrit des souvenirs, on les met au tiroir. Oui, c'est une fin, c'est ce que vous dites. Et donc, ça m'ennuyait même de ne plus avoir de peine. Voilà. Donc, je ne voulais pas écrire. Et puis, à un moment donné, ça s'est imposé. Oui. Ça s'est imposé. J'ai commencé à mettre des lignes après les lignes. Et très vite, je me suis rendu compte que de parler de son père, c'est de parler de soi-même. Ça, c'est sûr. Alors justement, vous commencez par dire qu'un livre, c'est une fin et que c'est pour ça que vous avez mis du temps à écrire sur lui. C'était pour le faire durer encore un peu, on imagine. Et finalement, au fil de la lecture, on se rend compte que cette fin, c'est un début. Pardon pour vous. Le début d'autre chose, du souvenir et de la douceur du souvenir, peut-être. La douceur du souvenir, exactement. Ouais. Je ne pourrais pas dire mieux. Vous savez, pour moi, c'est une vision ensoleillée, mon père. C'est le soleil, dans ce sens-là. Il est né à Constantine, moi aussi. Donc, c'est une sorte d'ailleurs qui était très beau, une sorte de paradis. Mais en écrivant comme ça sur mon père quelque chose de très joli, je suis médecin, donc je pense aux autres. Il n'y a pas que les médecins qui pensent aux autres, c'est ce que je veux dire. Je me suis dit, je vais faire de la peine à beaucoup de gens. Je vais faire de la peine à tous ceux qui n'ont pas eu un père parfait, qui ont eu des pères non respectables, parfois des pères abominables. Comment on fait? Et donc je le savais un peu, puisque et moi, vous la posez la question d'ailleurs. Et je la pose et je parle à ces gens-là dans le livre. Et en fait, l'ambition de ce livre, c'est effectivement de faire un hommage à mon père, mais d'essayer de réfléchir sur ce qu'est ce lien au père et d'essayer de donner quelques pistes pour que toutes les personnes puissent s'en sortir, parce que je ne pense pas que en ayant un père, je ne pense pas qu'il faille avoir un père aimant uniquement pour réussir sa vie. On peut réussir sa vie, il y a une résilience, tout le monde peut le faire. C'est ça que je veux faire passer comme message. Et puis un père parfait quand même, ce père parfait, ce père votre repère, est-ce que c'est pas très compliqué quand même d'avoir un père parfait aussi parfois, Maurice Mimoun? On se pose la question. Ce qui est compliqué, alors il était parfait mais pas encombrant. C'est ça en fait. C'était ça sa force. C'est ça la différence. C'est difficile d'avoir un père encombrant. Et c'est justement ce qu'il faut apprendre, c'est qu'à un moment donné, il faut s'écarter un petit peu pour faire sa route. Et c'est ce que le livre m'a fait comprendre. Et c'est ce que Freud aussi vous a fait comprendre quand il dit il faut tuer le père, ce qui ne vous correspond pas totalement non plus comme phrase. Vous savez, à un moment donné, en classe, vous étudiez Freud, on dit il faut tuer le père. Moi, je n'avais pas du tout envie de le tuer, donc à un moment donné, je
Je me suis dit, tiens, je vais essayer de me fâcher avec lui, mais j'y suis pas arrivé. Alors, vous dites que c'est un livre sur votre père, donc, et qu'écrire sur son père, c'est forcément parler de soi. Vous avez commencé par dire ça. Ce que vous faites, clairement, puisque vous parlez de votre rapport à vous, à son absence, puisqu'il n'est plus là. Lui qui a pris tant de place dans votre bonheur. Est-ce que écrire sur lui, c'est pour arrêter d'être triste, ou est-ce que c'est pour réapprendre la joie, ou est-ce que c'est pour assumer la joie, tout simplement, Maurice Mimoun? Mais j'en savais rien quand j'ai commencé. J'ai simplement eu ce désir qu'il fallait que j'assouvisse. Et maintenant, je le sais. Maintenant, je sais que ça a fait tomber beaucoup la tristesse. Je l'ai encore un petit peu, mais je vois le côté Il y a un positif. côté résilient dans l'écriture. Il y a un côté résilient ouais. qui est formidable. Je ne peux pas écrire des choses si je ne suis pas concerné. Il faut qu'il y ait de l'émotion dans ce que j'écris. Je ne peux pas écrire une histoire au hasard. Alors cette absence, justement, elle prend encore plus de sens quand vous citez la poète russe Marina Tsvetaïka, j'ai du mal à dire son nom, allez-y. Tsvetaeva. Voilà, qui dit qu'il ne faut écrire que des livres dont l'absence fait souffrir. Exactement, donc elle revient tout le long du livre, il ne faut n'écrire que les livres dont l'absence fait souffrir. C'était le cas, et donc à un moment donné, c'est une évidence, ça sort et ça aide. Et c'est pour faire exister la présence aussi. Ça concrétise cette espèce de présence de l'absence. Il est toujours là pour moi, il me regarde, il doit être content et fier. Alors vous dites aussi une autre chose, vous dites que la sincérité est une escroquerie inconsciente de la réalité. Alors ça m'a fait tilter. Pourquoi est-ce que vous dites ça? Parce qu'elle est forcément subjective. Va aimer oui, ça. Justement. Il n'y a pas de vérité, il y a simplement l'histoire que l'on écrit de la vie de chacun. Toute écriture, toute photographie, tout récit est obligatoirement réducteur. C'est un point de vue, il faut l'assumer, mais c'est quand même que c'est pas le sentiment. Il n'y a pas de réalité, quoi. Il n'y a pas de réalité, mais moi je pense que c'est la poésie qui donne la réalité. C'est-à-dire à un moment donné, au-delà des mots, seuls les mots sont importants, a dit Guy. C'est exactement ça. C'est qu'à un moment donné, les mots sont infinis, et derrière cette vérité réduite du sens, on a la poésie qui donne l'infini de la réalité. Alors vous êtes médecin, on le sait, vous êtes grand professeur émérite. Vous dites dans un des chapitres qui s'appelle « Faire médecine », qui est une phrase, vous dites « On fait médecine pour sauver ses parents, mais ça ne marche pas ». C'est pour ça que vous avez fait médecine? Je l'ai su après. Je l'ai su à la mort de mon père. Mais au début, j'ai discuté avec beaucoup de médecins, ça c'est vrai. Il y a beaucoup de médecins qui vont à la médecine parce qu'ils n'ont pas envie de voir mourir leurs parents. Et du coup, vous sauvez les autres par dépit, c'est ça? Non, pas par dépit, par force. C'est pour ça que ça donne la force de pouvoir sauver les autres. Oui, ça donne la force de sauver aussi les autres, bien entendu. Et alors, vous avez une manière d'écrire dans ce livre, qui est une manière d'écrire qui est presque comme vous parlez. On est dans un espèce de dialogue avec vous-même. Est-ce que c'est conscient chez vous? Est-ce que c'est une manière de vous rapprocher de votre lecteur aussi, Maurice Mimoun? Je crois que j'ai une manière assez chirurgicale d'écrire. Je n'aime pas les floritures. J'essaye d'aller à l'essentiel. Donc j'ai toujours c'est marrant, c'est quand j'étais petit, quand je faisais des rédactions, j'avais toujours peur que ce soit pas assez long. Et quand j'écris un livre, c'est la même chose. Ça me semble toujours trop court, mais je ne sais pas allonger les choses pour allonger les choses. Je dis les choses, et une fois qu'elles sont dites, il n'y a pas besoin de phrases en plus, il n'y a pas besoin de phrases en plus. C'est pour ça que certains chapitres, il y a une seule phrase. Et c'est pareil en chirurgie? Qu'est-ce que c'est un geste juste en chirurgie? C'est très agréable cette question, parce que ça a été tout l'objet de mon métier. C'est-à-dire qu'en chirurgie comme ailleurs, il y a des manies. Et, on en a tous, oui. On en a tous. Donc on fait une intervention, puis il y a des choses qu'on fait, et on ne sait même plus pourquoi, qui paraissent importantes, mais on ne se pose pas la question. Et si on se pose la question, on épure le geste. Et en épurant le geste, il devient beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide, beaucoup plus joli. C'est un art. À un moment donné, il y a, une fois qu'on maîtrise son métier, il y a la beauté du geste fait la réussite de l'intervention. C'est un peu ce que vous disiez, Guy Carlier, tout à l'heure, sur le côté réduire la fioriture pour justement revenir à l'essentiel. L'essentiel, exactement. Ouais. Il y a quelque chose qui est très touchant dans ce que vient de dire M. Mimoun, c'est cette espèce de maintien des jours heureux qui est le contraire de la nostalgie toxique à la Zemmour. Très juste. Vous voyez, c'est-à-dire que ce qu'il fait là, et ce qu'il a omis de dire, et qui est important et qui est probablement la base de son livre, c'est de transmettre ces jours heureux comme un apprentissage.
comme quand il a fait médecine, il a eu des maîtres qui lui ont appris, etc. Là, il transmet une idée de la paternité, du rapport au père, que ce soit subjectif, comme il dit, forcément. Oui. Subjectif, c'est Forcément. ça n'a aucune importance. L'objectivité, on n'est pas sûr que ça existe, en fait. Bien sûr, c'est ce qu'il dit. Forcément, on triche, on s'arrange, et même inconsciemment. Inconsciemment. Et donc, je pense que ce qui est important dans ce livre que je vais m'empresser de lire, c'est cet apprentissage. On rejoint le bonheur, et oui. ça en fait partie. C'est le début de la quête, la quête du père parfait. Et alors, du coup, c'est ça que vous faites, Maurice Mimoun, vous transmettez les jours heureux? J'essaye de donner une vision optimiste, même dans la maladie. Ça donne une énergie qui... Ça change quelque chose quand on est optimiste et qu'on est malade? Il vaut mieux avoir un chirurgien optimiste, de manière déjà, générale. Oui. C'est sûr. Mais même pour le patient, c'est important, non? Bien sûr, c'est très important pour le patient. C'est une quête, c'est un combat, la chirurgie, souvent, dans la maladie. Donc, il faut arriver au résultat. Je ne dis pas qu'on y arrive toujours, mais en tout cas, j'ai une vision optimiste. Donc, moi, je ne mens pas à mon patient. Quand les choses sont difficiles, je crois qu'on peut gagner quand même. Donc, je lui montre plutôt le bout du tunnel avec de la lumière que de lui montrer l'obscurité et ce qui peut... Et ça, c'est votre père qui vous a appris ça aussi, Maurice Mimoun? Oui, il m'a appris le combat. Il m'a appris... c'est-à-dire que mon père était cheminot et il lisait pas. Mais simplement, il lisait la nature. Il avait une intuition aussi. Il avait une intuition. L'intuition vient de l'observation de la nature, des animaux. Quand il savait voir un animal, un oiseau dans un arbre, les urbains ne savent plus le voir. Et lorsqu'on enseigne aux enfants, on enseigne les livres, c'est bien. On enseigne une certaine culture, c'est bien. Mais on leur demande plus d'observer, on leur demande plus de réfléchir, et on leur donne pas la confiance en eux pour qu'ils appliquent ce qu'ils ont trouvé. Mais moi, on m'a formé comme ça. Et la confiance en soi, c'est de l'amour, en fait, non, Maurice Mimoun? Oui, c'est de la démonstration. C'est montrer qu'on aime, quoi. C'est montrer qu'on aime, et puis c'est montrer que c'est possible. C'est montrer que c'est possible. Je vois trop d'enfants qui ont des possibilités et qui s'interdisent parce que leurs parents ont peur pour eux. Pourquoi ils s'interdisent? L'avenir est ouvert à tout le monde. Si jamais il n'y a pas besoin d'être un cerveau incroyable, déjà faisons ce que nous pouvons. Les gens se limitent. Il ne faut pas. Est-ce que l'impossible existe, Maurice Mimoun? Mon premier livre, c'est l'impossible à limite. C'est pas pour rien que je vous pose la question. Je sais, j'ai bien compris. Je suis un chirurgien de la limite. D'abord, la peau, c'est la limite entre l'extérieur et l'intérieur. Le handicap, qu'est-ce qu'un handicapé, qu'est-ce qu'un homme normal, qu'est-ce qu'une malformation, qu'est-ce que la normalité encore, qu'est-ce que le beau, qu'est-ce que le laid, qu'est-ce qu'un gros, qu'est-ce qu'un maigre, on est toujours, qu'est-ce que la beauté, la laideur, tout ça, ce sont des normes qui ne peuvent exister les unes sans les autres non plus, d'ailleurs. Qui ne peuvent exister les unes sans les autres et dont la vérité est simplement personnelle. Le médecin soigne une personne. C'est pas un politique. C'est tout le contraire. Est-ce que vous soignez la vérité personnelle des gens, les soignants, Maurice Mimoun? J'essaye de les remettre en accord avec eux-mêmes. C'est ça, en fait, c'est bien ça, les choses. Et on va y venir juste après, Guy. Et c'est justement ça qui est très difficile. J'ai bâti une théorie qui s'appelle le corps-écran, où le rapport entre l'esprit et le corps est une évidence, et souvent il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire que l'humain est quelqu'un qui a besoin, qui réfléchit et qui a besoin de solutions. Il a peur de ce qu'il ne connaît pas. Donc, par exemple, si vous avez mal et que vous ne savez pas pourquoi, vous avez beaucoup plus peur que si vous avez mal et que vous savez pourquoi. Et de temps en temps, la douleur, elle est psychique. Et comme elle est inconsciente, il faut l'accrocher quelque part. On l'accroche à son corps, par un complexe, par une manie et par des tas d'autres choses. On va en parler tout de suite. Merci, merci Maurice Mimoun, merci Guy Carlier. C'est excellent sur Sud Radio. Encore plus de confidences. Restez bien avec nous. On revient avec les excellents Guy Carlier et professeur Maurice Mimoun qui vont enfin nous raconter leur rencontre. On revient dans un instant.
Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. Bienvenue sur Sud Radio. Si vous nous rejoignez ce soir, vous pouvez entendre dans cet excellent l'homme de la radio de chez Sud Radio, Guy Carlier, en compagnie du chef du service esthétique de l'hôpital Saint-Louis à Paris et président de la Société française d'études et de traitement des brûlés, le professeur Mimoun. Alors je le disais en introduction, vous vous connaissez bien tous les deux et pas pour n'importe quelle raison. Vous avez partagé une table et pas n'importe quelle table, la table d'opération. Guy Carlier, suite à votre incroyable amaigrissement, il fallait l'intervention de Maurice Mimoun. Est-ce que vous voulez bien nous raconter pourquoi ? Oui, alors la première fois où j'ai rencontré Maurice Mimoun, c'est la première fois où quelqu'un, une femme dans ma vie, m'a aidé. Là, j'étais complètement désocialisé, c'est-à-dire que je faisais mes chroniques, c'était complètement schizophrénique. Je faisais mes chroniques à la radio, ça marchait bien, et je rentrais chez moi avec des sacs de bouffe, jusqu'à temps que je tombe de fatigue, de boulimie dans le lit. Et donc, une femme m'a sauvé la vie, m'a présenté, m'a dit il faut que tu rentres dans un programme qui te délivre d'abord de l'addiction, que tu traites ça avec des psys, avec des gens, et puis parallèlement que tu fasses quelque chose sur le plan esthétique de façon déjà à te donner le moral. Oui. Voilà. Et donc j'ai rencontré Maurice Mimoun. À l'époque, je pesais donc 250 kilos. Pour lui, j'imagine, il va le dire, mais c'était pas envisageable d'opérer un type qui était toujours boulimique. Qui allait continuer ensuite. Qui risquait de continuer ensuite. Et c'est souvent le cas des mauvais médecins qui n'hésitent pas. Et en plus, à ce stade, à ce niveau de poids, le risque, anesthésique, il va vous en parler, est évidemment très élevé. Donc il a refusé. Dans un premier temps, il a refusé. On a beaucoup sympathisé quand même. Oui, tout de suite on a sympathisé. Non, c'est très difficile de dire non. D'arriver, de voir un homme qui souffre, parce qu'il souffrait énormément. Il n'avait pas vision de tout. Alors d'abord, je veux simplement dire que moi j'ai le secret professionnel, c'est toi qui me demandes d'en parler pour témoigner. C'est très important parce que dans le cabinet de consultation, justement, on peut se confier complètement. Et là, c'est le cas. Donc on a sympathisé. C'est très difficile de dire non. C'est très difficile de dire non à un homme qui souffre, qui croit qu'avec un coup de bistouri, on va régler tous les problèmes. Et là, j'avais une montagne de problèmes à résoudre avec Guy Carlier. J'avais la difficulté technique, l'impossibilité technique et la réflexion. Qu'est-ce qui était impossible ? Et la réflexion psychique. C'est-à-dire que même si là, il y avait 3 impossibilités. C'était il était inendormable, c'est-à-dire on prenait un risque. C'était d'ailleurs assez commode. De toute façon, là, le dialogue était clos. C'était trop dangereux. Mais si ça n'avait pas été trop dangereux, je crois que je lui ai dit à l'époque, parce que je n'ai pas voulu être hypocrite, je lui ai dit, même si ça avait été possible, il n'était pas prêt psychiquement à le faire. Parce que là, on rentrait dans une sorte de procédure où il aurait été déçu derrière et où il n'avait pas fait le travail suffisant. C'est Guy qui le dit aujourd'hui, j'en suis très très heureux, je suis très heureux de le voir comme ça, mais c'est un colosse. Il a lutté, c'est une lutte, vous vous rendrez même pas compte. C'est déjà très impressionnant en termes de chiffres. Donc j'ai d'abord Guy Carlier. Suivi cette procédure de désintoxication, on va dire. Je suis allé dans la clinique de Dr Loewenstein. Je fais quand même partie des privilégiés qui peuvent le faire financièrement. Sinon, ça aussi, il faudra en parler. Vous y êtes resté longtemps ? J'y suis resté 9 mois, le temps d'un accouchement, d'une grossesse à l'envers. Ouais. Mais ça aussi, sinon les cures, c'est 21 jours, vous ressortez et vous ruez sur la bouffe. Mais donc j'ai fait ça, et puis parallèlement, j'ai commencé par une opération qu'on appelle le bypass, qui est un truc technique pour limiter, on va dire, l'absorption des graisses dans l'organisme. Et donc là, en 9 mois, j'ai perdu relativement peu. J'ai perdu 30 kilos parce que c'était juste une façon de me réhabituer à manger. Ça devait déjà être une sensation agréable de commencer Oui, parce qu'en plus, si vous voulez, le contrôle, ils ont fait ça de bien. Je mangeais pas de la salade avec un œuf dur. Vous voyez, c'était des choses assez sympas. Ouais. Et puis surtout, j'ai découvert que j'avais encore. J'étais sur un tapis roulant, je faisais de la gym, j'allais dans une piscine, etc. Et donc là, j'ai perdu peut-être
30 kilos. J'ai fait cette première opération qui n'est donc pas de la chirurgie plastique, mais qui est une chirurgie viscérale. Bon. Et là, j'ai perdu pas mal. Et donc, je suis allé voir une deuxième fois Monsieur le professeur Mimoun. Oui, parce que à partir du moment où vous commencez sensiblement à perdre, vous pendez de partout, parce qu'il y a la peau, et puis il y a des graisses sous la peau qui ne partiront jamais. C'est des graisses, ça, il va sûrement en parler techniquement, mais c'est des espèces de graisses, vous pouvez faire tous les régimes que vous voulez, reste là, collé à la peau. Et donc, je me souviens qu'il m'a dit, attendez, c'est pas parce que vous pesez, je sais pas, peut-être, j'étais à 180 kilos quand il m'a opéré la deuxième fois, ce qui est énorme encore. Et il m'a dit, je vous coupe en deux. Et c'est pas une opération. Croyez pas que je vais vous enlever un petit bout de peau. Et je croyais ça. Parce qu'on a Guy Carlier en face de soi, quand même, qui insiste comme... Qui a un pouvoir de persuasion, qui dit il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Vous voyez ce que vous voulez dire. J'étais dans l'enthousiasme. Vous vous rendez compte? Je venais de perdre, je ne sais pas, peut-être on va dire 50 kilos. Mais pour moi, c'était génial. Je revivais, j'étais vraiment dans un truc. Et il me dit mais je vais vous couper en deux. Qu'est-ce que vous dites Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous l'avez vraiment coupé en deux, professeur Mimoun? Oui, puisque pour enlever tout le tablier abdominal, on est obligé de couper la personne presque en deux. Donc c'est une intervention lourde. Très lourde. Et donc c'est là où vous avez le médecin qui a une réflexion qui est très compliquée, parce que le patient, il a sa vérité, il voit pas très bien le danger, et le chirurgien, lui, voit le danger de l'intervention, mais il voit aussi le danger d'abandonner le patient. Non, donc c'est trop facile de dire non, et puis c'est tout. Il y en a qui font ça, hein. Je ne sais pas, mais enfin bon, donc... vous aviez besoin, vous, Guy Carlier, de ce lien fort avec le médecin qui allait intervenir sur vous, parce que c'était quand même une étape de vie extrêmement importante aussi dans la reconstruction. Je savais qui il était, parce que Oui, pourquoi vous l'avez choisi ? Je l'ai choisi parce qu'à l'époque, je vivais avec un médecin. Je vis toujours avec un médecin, pas le même, mais qui le connaissait. Je me moque, c'est pas vous. Je vais vous dire l'anecdote qui a tout précipité. Quand vous êtes boulimique, vous mentez, comme quand vous êtes alcoolique. Donc vous détruisez tout l'environnement affectif, votre couple, la relation avec les enfants. C'est terrible, parce que vous n'allez pas l'emmener à l'école en pesant 250 kilos. Vous le laissez à 2 rues de l'école, etc. Vous voyez, donc c'est compliqué. Et c'est votre enfant qui vous demande ça à ce moment-là ? Non, c'était tacite. Je lui disais, j'emmenais, puis je lui disais, tu vois, il y a les feux rouges, c'est compliqué, je te laisse là. Il savait, évidemment. Je pense là à Carlito, qui est un peu connu, et je sais qu'il en a souffert. Et c'est terrible quand vous aimez vos enfants comme je les aimais, et de savoir que vous leur avez en vous faisant du mal à vous-même en plus. Voilà, bien sûr. Donc vous mentez sans arrêt. Et il s'est passé une scène. On était à la campagne et je mentais à cette compagne en lui disant mais je fais des efforts, regarde, mentais sans arrêt. Elle est partie faire des courses à la campagne. Quand vous faites les courses, ça dure 2 heures, parce que c'est bon. Et là, je me suis fait un énorme plat de pâtes avec du ketchup, etc., dans un saladier. Je suis allé dans mon bureau et j'ai commencé à manger comme ça, comme quand on a une crise de boulimie. Il n'y a plus de limite à la honte, et le fauteuil s'est écroulé sous mon poids. Et je me suis retrouvé coincé par le pied du fauteuil avec la sauce tomate. Enfin, vous voyez le tableau, flagrant délit de mensonge. Voilà, flagrant délit et la honte. Donc là, ça a été le déclic. Il faut des trucs, comme il faut un toucher électrochoc. La noirceur, voilà, il faut aller vraiment. Il faut aller au Sinon, bout du truc, j'aurais toujours au fond de la trouvé piscine. C'est fou, c'est fou. Il faut toucher le fond pour remonter, en fait. Voilà, et ce que dit Maurice Mimoun est très vrai, c'est-à-dire qu'on ne se rend même pas compte qu'on est en danger de mort immédiat. On continue. En plus, quand les gens vous disent, quand vous êtes connu comme ça, les gens vous disent « Ouais, mais on t'aime quand même. » Alors que vous ne vous aimez pas. C'est très compliqué, parce que il y a le racisme anti-gros, ça c'est terrible. Il y a une grossophobie, clairement. Il y a une grossophobie qui est terrible. Les gens ont le droit d'être ce qu'ils veulent. Et mais si c'est voulu, parce que là, c'est... si c'est voulu. Voilà. Alors après, il y a l'addiction. Là, c'est une souffrance. C'est une souffrance qui s'additionne. Mais alors il faut à la fois conseiller, mais pas juger. Vous voyez, on est dans compliqué, hein. On est dans vous êtes très empathique, hein. Vous êtes très empathique dans ces cas-là. Très compliqué. Il faut dire les choses avec beaucoup... beaucoup de tact et de savoir où le patient veut aller. Donc on ne peut pas gagner sans lui.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est le patient qui décide et on est son assistant. Il faut bien le conseiller. Mais c'est un peu comme toute addiction, finalement, Maurice Mimoun. Les gens qui sont addicts, il faut qu'ils décident d'aller mieux pour aller mieux. Parce que si c'est un processus qui se fait contre eux, ça devient très compliqué. D'où là le procédé du corps, la théorie du corps-écran. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher dans sa conscience pourquoi. Et tant qu'on n'a pas... Tant qu'on n'a pas mis le doigt dessus. Gérard Le Goès, qui était le psychiatre avec qui je travaillais, disait qu'il faut savoir ce que le patient est vraiment venu chercher. Donc, il faut analyser où est sa souffrance. Une fois qu'on a détecté, à ce moment-là, on peut traiter les effets collatéraux qui sont le corps. Là. Vous faites un peu psy, en fait, quand vous êtes médecin aussi. C'est un peu important de toute cette part de la psyché, justement. Elle est partie intégrante. Si je faisais un peu psy, ça serait pas bien parce que je ferais mal. Je ne suis pas psy, mais il faut s'aider des psys, puis il faut avoir vraiment beaucoup d'écoute. Et avoir vous travaillez avec des psys qui suivent les patients. Évidemment, on peut pas travailler sans, mais ça veut pas dire qu'il faut faire l'économie de l'écoute du chirurgien. C'est très très important parce que il faut que le patient choisisse le chirurgien, que le chirurgien choisisse son patient. C'est très important pour gagner. Avec Guy, à un moment donné, j'étais devant cette problématique d'un patient qui souffrait, pour lequel il fallait prendre un risque, que j'ai informé du risque, et je savais que à un moment donné, je lui avais dit non une fois, mais je savais que si je disais non là une deuxième fois, il sombrait d'une autre manière. Donc on est dans une sorte ça aurait été le cas, Guy Carlier ? Dilemme. Bien sûr. Oui. Bien sûr. C'était un peu la last chance, quoi, la dernière porte. Oui. C'est évident. Et ça, vous l'avez ressenti très clairement. Je l'ai ressenti. Donc la prise de risque, c'est pour ça que la prise de risque, elle est. Là, elle était réduite en l'occurrence. Elle était réduite, mais il y avait encore un risque que je lui avais dit, mais je trouvais que le risque de ne rien faire était plus grand. D'accord. Et c'est comme ça que vous décidez. C'est comme ça qu'on décide. Et on peut décider que pour une personne en face de soi. On ne peut pas décider pour toutes les personnes, il n'y a pas de règle. Je peux ajouter deux petites choses. La première, c'est que cette rencontre-là, ce soir, elle est incroyable, parce que ce livre sur le père, moi j'ai évidemment beaucoup travaillé là-dessus pour comprendre pourquoi j'avais sombré dans cette addiction. Souvent, les addictions sont liées à des problèmes d'abandon, à une sensation d'abandon. Il se trouve que ça a été mon cas, et que ça a été mon cas par rapport à l'abandon d'un père. Bon. Et là, ce qu'il raconte dans son livre, c'est pour ça que je dis qu'il y a, bien sûr, et que c'est quelque chose qu'il transmet de façon positive. Ça n'a rien de nostalgique pour le plaisir de la nostalgie. Non, c'est vraiment la transmission des jours heureux. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est cette subjectivité, ce déni. C'est-à-dire que moi, mais je comprends pas pourquoi il m'opère pas. Et lui il était à la limite des mots qu'il pouvait prononcer, c'est-à-dire mais vous allez mourir parce que le risque anesthésique, je sais pas comment on dit, est trop important parce que vous êtes encore à 180 kilos, parce que jamais. Donc vous avez pris un risque qui vous a sauvé la vie en fait. Un oui, risque de mort mais je me rendais pas compte de ce. De toute façon, je pesais 250 kilos et je vivais quand même. Et on me disait que j'étais le plus beau. On me disait non mais on oublie, etc. Vous vous rendez compte dans le déni dans ces cas-là. Merci à tous les deux. On continue tout de suite. Vous êtes bien sur Sud Radio avec notre homme de la radio chez Sud. On l'a dit, le détonnant Guy Carlier et l'écrivain spécialiste de la chirurgie reconstructrice, l'homme aux doigts de fée, Maurice Mimoun. On revient tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Vous êtes sur Sud Radio et c'est la dernière partie de C'est excellent, l'endroit de partage de ceux qui dévouent leur vie à l'excellence. Ce soir, on crée le lien, même si dans ce cas, il existe déjà entre mes deux invités qui se connaissent bien, l'humoriste et chroniqueur Guy Carlier et le professeur en chirurgie esthétique reconstructive, spécialiste des grands brûlés aussi, Maurice Mimoun. Messieurs, nous allons maintenant parler un peu chacun de votre genèse, puisqu'on est aussi là pour raconter les parcours et de la transmission que vous incarnez chacun à votre niveau. Alors, on va commencer par vous, Maurice Mimoun. Maurice Mimoun, votre père, il n'aimait pas les hôpitaux. Ah, pas du tout. Il avait l'impression qu'en allant dans un hôpital, il allait attraper toutes les maladies. Donc, en n'y allant pas, il n'était pas malade. Et alors, c'est vrai ça ? Je crois pas. Et il a osé y aller pour aller me regarder un petit peu en douce, consulter après. Ça l'a détendu sur les choses. Et alors, vous lui avez, il y avait aussi, il était fier de ce fils désobéissant. Vous lui avez désobéi parce que vous avez voulu devenir professeur alors que vous étiez déjà chirurgien. Ça, c'est une anecdote qui m'a fait beaucoup rire. C'est drôle parce que il était très fier que je sois chirurgien. Comme c'était un inventeur, un manuel, j'ai toujours eu la main dans les outils. Donc, c'était assez évident que j'allais faire la chirurgie.
Et puis, c'est lui qui vous a transmis ce plaisir du geste, en oui, fait. Ce plaisir, vous savez, le geste, c'est un truc extraordinaire. Parce que ce soit moi, mes maîtres m'ont appris des gestes. Et mes maîtres, et de temps en temps, je fais un geste et je fais revivre la personne par rapport au geste que je fais. Il n'y a pas que les mots. Donc il est encore vivant, votre papa aussi. Oui, il est encore vivant. Et donc, de temps en temps, on se rend compte, tiens, on fait ça. Et oui, et la beauté du geste, beauté du geste, l'art du geste, c'est quelque chose. Je dis à mes élèves, il faut que tout soit beau. Et tout, vous voyez, dans un geste, dans une intervention chirurgicale, il y a 1000 gestes. Si on les fait de manière saccadée, d'abord on met 4 fois plus de temps. C'est pas joli. C'est une danse, c'est ça que vous dites. C'est une danse. Vous voyez le passage du relais aux 4 fois 100 mètres. Eh ben, c'est travailler le relais, le travail la manière des dont jours, il est passé, des jours et des jours. Et j'explique aux chirurgiens, mais il faut travailler ça des jours et des jours. C'est la même chose, le pianiste sur une strophe, il va travailler des jours et des jours pour passer les choses. Et donc c'est important. Et après on acquiert les automatismes. Et quand on acquiert les automatismes, on est dans la beauté de l'intervention. Et la beauté de l'intervention, c'est pas uniquement la chirurgie esthétique, c'est la chirurgie réparatrice également. On arrive au meilleur. Et puis aussi, quand on arrive à la maîtrise de sa technique, lorsqu'on est devant le patient. Vous savez, c'est monstrueux pour un chirurgien. Il doit se poser la question, est-ce qu'on peut? Est-ce qu'il va supporter? Est-ce que je suis capable de la faire? Et quand on n'a plus cette inquiétude de réaliser une intervention, on peut être à l'écoute de son patient et non plus à son écoute pour se demander si c'est possible. Je ne sais plus quelle était la question. Mais c'est pas grave, c'est passionnant. Guy Carlier, justement... On parlait de l'harmonie. Oui, de la transmission. C'est l'harmonie du geste. On voit bien quelquefois, quand on voit des reportages sur des opérations qui ont mal tourné, c'est parti chaotiquement, si on peut dire, du début, de rien, d'un instrument qui tombe, et tout à coup l'harmonie est brisée. Et c'est pas juste une figure de style, c'est que ça aide, c'est le chemin vers l'harmonie et la qualité, quoi. Pour revenir justement au sujet de la transmission, parce que c'est important chez vous aussi, vous le dites, vous avez eu un père absent. Est-ce que votre père a été relayé par des mentors, Guy Carlier? Est-ce que vous avez eu des hommes qui ont incarné ce rôle-là? Oui, Frédéric Dard, des gens... En fait, je m'isolais dans ma chambre dès que j'ai commencé à pouvoir lire et je me suis nourri, si on peut remplir ce terme, de ces hommes qui m'ont appris la vie, qui m'apprenaient la vie, et je l'ai apprise comme ça, et puisque mon père était absent. Et c'est terrible quand vous, ensuite, la maladie fait que vous ne pouvez pas être présent en permanence pour aider vos enfants. Bien sûr, vous leur donnez de l'amour, bien sûr, vous êtes là quand même, mais tout est sali par cette image. Mais vous avez même transmis silencieusement, parce que si on prend effectivement l'exemple de votre fils Carlito, à qui vous avez donné l'envie d'oser, je pense, parce qu'il ose clairement, il y a une transmission claire. Alors je rappelle pour les auditeurs quand même que votre fils, c'est le youtubeur Carlito, qui est Raphaël Carlier, et avec qui vos rapports sont pas toujours simples, justement. Pourtant, il a pris votre chemin. Oui. Enfin, les rapports sont simples, à savoir que il y a ce passé où évidemment c'est pas l'enfant du placard, il avait de l'amour, mais où il y avait cette image. Et souvent, l'autre jour, il m'a dit, je me souviens que la voiture penchait quand il venait me chercher. Voilà, ça, je pense que pour un gamin de 10 ans, quand il voit bon, et voilà, donc il a ce sentiment, ce gâchis. Le plus grand, Stéphane, qui est auteur, c'était une époque, c'était ma vie d'avant, quand j'étais directeur financier. Et à l'époque, j'étais gros, mais pas obèse comme ça. Donc lui a moins souffert de ça. Mais j'étais souvent en déplacement, j'étais souvent absent, etc. Et puis, j'étais pas mûr encore. Et finalement, c'est Antoine, le troisième, avec lequel je suis... Avec qui vous êtes devenu père parfait? Oui, en tout cas, on est en fusion, évidemment. Oui. Et surtout, ce qui est merveilleux, c'est que je sens que c'est important pour lui, qu'il a besoin de moi et que je lui apporte ce dont il a besoin. Ça, c'est une sensation merveilleuse que j'ai pas pu offrir à Raphaël. Sauf, évidemment, ses valeurs,
sur le fait de fais les choses sérieusement, mais ne te prends pas au sérieux, sur le pouvoir. Mais le pouvoir, il n'est pas là. Ça, ce sont des tartuffes. Ça, ce sont ce sont des clés de vie. Mais des valeurs essentielles, le fait il aurait fallu que je sois là tout le temps. Par exemple, le fait de réveiller l'enfant le matin pour l'emmener à l'école. Enfin, vous voyez, toutes ces choses-là, ça fait partie évidemment de la construction. C'est presque un lieu commun de dire ça. Et quand vous n'êtes pas là, parce qu'on ne peut pas vivre avec vous, on ne peut pas vivre avec quelqu'un qui se détruit comme ça. Et cette absence-là, elle fait souffrir l'enfant, bien sûr. Et qu'est-ce que c'est le père parfait, alors, pour vous ? Je pense que le père parfait, c'est celui qui inculque la qualité. C'est un peu ce que disait... c'est un peu ce qu'il dit quand il dit que son père est parfait. Il n'est pas parfait au sens... C'est-à-dire que c'est le chemin vers la qualité. Quand il parle du geste, on sent bien ce que lui a transmis le père sur la perfection du geste, la recherche de l'harmonie, de l'équilibre, de la beauté et de la qualité surtout. Vous êtes d'accord avec ça, professeur Mimoun ? Oui, bien sûr. C'est les yeux de l'enfant. C'est les yeux de l'enfant qui se débrouillent avec ça. Mais encore une fois, moi, je pense à tous ceux qui n'ont pas eu un père parfait. Donc en l'occurrence, Guy Carlier. Je ne me permets pas de le dire, mais Guy le dit. Oui, il y a aussi une sorte de chemin. Et Guy a réussi, non pas parce qu'il a été opéré, non pas parce qu'il a fait une sleeve, non pas parce qu'il a été opéré, mais parce qu'il a fait le chemin psychique qui a permis la transformation. Accompagné par des personnes, des médecins, mais pas que des médecins, qui l'ont mis en accord avec lui-même, dans sa tête, et là, ça a basculé. Et c'est un exemple pour ces enfants. Même s'il a été, à un moment donné, les choses ont été difficiles. Il a fait un combat. Moi, je vois des choses où on peut tirer des tas de choses. C'est un combat extraordinaire. On peut tirer des tas de choses positives. Il faut aussi que l'enfant fasse ce travail et ce chemin. Oui, qu'ils reconnaissent. On est deux dans un père. Bien sûr, l'enfant on est deux dans l'homme. Un père. C'est beau ça. On est deux dans un père. Bien Guy Carlier. Bien sûr. Eh bien, écoutez, ça passe très très vite cette émission. J'avais juste, avant de passer à la dernière question, une question globale qui m'est venue justement en vous écoutant tous les deux. Finalement, pour être excellent, donc précision du geste, ou pour être heureux, il faut être incarné, il faut s'aimer. C'est ça, Guy Carlier ? Vous avez appris à vous aimer. Évidemment. Je parlais tout à l'heure de la souffrance du regard des autres, par exemple. Quand peu importe le regard des autres, ce qui est important, c'est votre regard sur vous-même. Et quand vous culpabilisez, vous pensez être un être mauvais parce que vous mangez trop, vous picolez trop, etc. C'est terrible. C'est ça la leçon. C'est ne pensez pas que vous êtes mauvais. Dans le spectacle, j'explique ça. Je dis aux gens, laissez vos carles sur les sièges et n'emportez que vos guitous. De toute façon, n'ayez pas honte de ça. On a tous une part d'ombre. Il suffit juste d'aller vers la lumière, vers l'horizon. Vous aussi, Maurice Mimoun, vous avez quelque chose à rajouter là-dessus ? Bravo Guy. Bravo Guy. Alors on arrive donc à la dernière question de cette émission et je vais commencer par vous Maurice. Que dirait l'adulte que vous êtes à l'enfant que vous étiez ? Que dirait l'adulte que je suis à l'enfant que j'étais ? Qu'est-ce que vous diriez vous aujourd'hui à ce petit garçon que vous étiez dans l'atelier de votre papa ? Je dirais tu as eu beaucoup de chance. Tu as eu beaucoup de chance. Tu as vécu une enfance riche et tu croyais que tu étais riche alors qu'on était dans une famille modeste. Oh, c'est beau. Et ce terreau-là, c'est ce qui vous a fait aller tout droit, en fait, on est d'accord ? Évidemment. C'est la base, quoi. Oui. La confiance est la base. C'est-à-dire que ça m'a fait sauter des étapes. Ça vous a fait aller plus vite. Ça va plus vite. Ouais. Guy Carlier, qu'est-ce que vous diriez à l'enfant que vous étiez ? Je lui dirais, tu vois, ça a été long, c'était presque trop tard, mais on y est arrivé. Est-ce que petit, vous vous projetiez là où vous êtes aujourd'hui ? Oui, j'avais des rêves. C'est ce que vous vouliez ? Oui, j'avais des rêves de radio. J'adorais la radio. Très tôt, j'ai eu envie de. J'écoutais à l'époque Jean-Yann, des gens comme ça. Vous avez la voix qui va en plus. Hein, ça, je l'ai dans le casque. Et donc, il y avait ça, il y avait l'écriture, il y avait... et ces rêves-là
j'explique dans le spectacle que Dieu, devant le désastre, quand il a créé cette enveloppe bien trop grande pour un corps humain, a voulu compenser. Donc il a dit je te ferai réaliser des rêves d'enfant. Donc il m'a fait faire de la radio. Mais pour réaliser ces rêves, finalement, est-ce qu'il ne faut pas justement oser, quoi? C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Et vous les avez incarnés, ces rêves, même si vous n'étiez pas physiquement comme vous aviez envie d'être. Ces rêves, vous les avez créés. Oui, c'est un chemin, c'est une quête. C'est une histoire de volonté aussi, non? Oui, il y a l'être. On peut pas. Les racines, c'est très important, mais l'être qui naît a sa responsabilité. On ne peut pas non plus dédouaner sa responsabilité. Sinon, on mène une vie, on dit c'est toujours l'autre qui est responsable. Ça, c'est pas possible non plus. On doit avoir cette énergie-là. Écoutez, ça sera le mot de la fin. Merci, merci à tous les deux pour ce beau partage. Alors je rappelle pour tous que Guy Carlier est sur scène jusqu'à mi-mars au Théâtre des Mathurins tous les week-ends. À ne pas rater, vous allez passer un bon moment, c'est promis les amis. Et puis le livre du professeur Maurice Mimoun, Fils d'eux, est aux éditions Albin Michel, pour sa part disponible évidemment chez tous les bons libraires, je tiens à le dire. Merci à tous de votre fidélité. Un grand merci à Bastien Malry qui réalise pour vous aujourd'hui, mon équipe Méloane Rock, Antoine Mazer, sans oublier les équipes de Sud Radio. Cette émission, comme les autres, est à retrouver en intégralité sur sudradio.fr, YouTube et les réseaux sociaux. Bisous les copains, c'était excellent.